cette communication m'est venue sur une interrogation relative à la situation constitutionnelle de la République démocratique du Congo. J'ai voulu recueillir l'avis des experts en droit constitutionnel sur un certain nombre de problèmes juridiques épineux, susceptibles d'avoir de lourdes conséquences sur la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. De cet extraordinaire scénario. Monsieur Gore disait l'écart en Floride est extraordinairement mince entre M. Bush et moi. M. Bush est apparemment en tête, donc il a tous les grands électeurs de Floride, mais je considère qu'il y a eu des erreurs dans le comptage des voix. Alors je n'entre pas dans le détail du système électoral américain parce qu'il est incompréhensible, puisqu'on ne compte pas de la même manière dans tous les comtés d'un État, mais la Cour suprême de Floride a été amenée à ordonner certains recomptages partiels, puis à les arrêter, et l'affaire vient par des moyens X, Y, Z, peu importe, devant la Cour suprême américaine. Et avec un délai qui là est très précis. Les grands électeurs américains devaient se réunir le 18 décembre pour élire le président des États-Unis. Et donc la Cour suprême américaine statue 6 jours avant. Et c'est une décision les plus extraordinaires de la Cour. Elle a fait l'objet de controverses au moins aussi importantes que ce qui se passe en RDC aujourd'hui. Et j'allais dire, il y a eu un déferlement de commentaires d'actualité et de nos éminents juristes et collègues. Et la Cour suprême a en réalité eu un raisonnement très pragmatique. Elle a dit, il est possible qu'il y ait des erreurs dans le comptage des voix en Floride. Et recompter n'est pas absurde. Mais nous sommes le 12 décembre, il n'y a aucune possibilité de refaire un recomptage complet de manière à ce que les grands électeurs de Floride soient désignés avant le 18 décembre et puissent donc participer à l'élection du président. Et elle dit en plus, eh bien, il n'y a aucune disposition sur qu'est-ce qui se passe si le collège électoral ne peut pas se réunir ou n'est pas en état d'élire le président. Et donc, elle est arrivée à cette conclusion, eh bien, il faut mieux prendre la situation telle qu'elle est, parce qu'au moins on assure la continuité du système. Bon, mais on n'a pas le temps matériel de faire autrement. Et c'est la Cour suprême américaine, c'est-à-dire c'est pas ma Cour constitutionnelle moldave, pour laquelle j'ai le plus grand respect, mais qui n'a pas 2 siècles derrière elle et qui n'a pas la symbolique de la Cour suprême. Alors, c'est une décision qui a été très controversée, je l'ai dit, mais qui en fin de compte a été acceptée. Et elle a été acceptée parce qu'on est aux États-Unis et que les décisions de la Cour suprême sont ce qu'elles sont. Et que, vous savez, vous avez ce vieil adage aux États-Unis, quand on dit qu'est-ce que c'est que la Constitution, eh bien c'est le texte tel qu'il est interprété par la Cour suprême. Bon, ce qui est une définition parfaitement normale, mais si on a exactement la même chose pour la Cour européenne des droits de l'homme, notamment quand on a des textes relativement courts, eh bien c'est quand même un exemple extraordinaire. On s'est fié en réalité à la sagesse de la Cour suprême pour régler une situation qui était inextricable, il faut être clair, bon, dans un contexte qui, politiquement, sociologiquement, géographiquement, historiquement, n'a évidemment rien à voir avec celui qui nous occupe ce soir, mais qui montre quand même que la Cour a joué le rôle de régulation et de pacification qu'on évoquait tout à l'heure. Donc pour conclure sur ces points, une très grande diversité des situations, et la seule conclusion à laquelle je suis vraiment arrivé, c'est le rôle central des cours lorsqu'elles sont compétentes et lorsqu'elles ont la possibilité de statuer. Je vais m'attarder plus d'ailleurs sur la décision du 11 mai que sur celle du 17 octobre, et sur le 17 octobre, je la prendrai sous un angle qui n'est pas exactement le même que celui que vous avez évoqué. La question du 11 mai,
elle est effectivement celle qu'on a résumée. Qu'est-ce qui se passe le 19 décembre? Et si on rassemble les éléments, on a, la Cour avait à juger, est-ce qu'on applique le 19 décembre l'article 70 alinéa 2, c'est-à-dire le président reste en fonction jusqu'à ce qu'un successeur soit élu, ou est-ce qu'on applique l'article 75 qui est consacré à la vacance et à l'exercice provisoire des fonctions de président par le président du Sénat, ce qui pour les Français rappelle un certain nombre de choses. Alors, il y a eu un débat, il existe encore d'ailleurs, il suffit de regarder ce qui se passe sur les médias, mais je crois très honnêtement que la Cour a eu raison de faire prévaloir l'article 70 alinéa 2 par rapport à l'article 75. Je vais essayer de vous en convaincre. Pourquoi? D'abord parce que l'article 70 alinéa 2 existe. S'il n'existait pas, il n'y a aucun problème, on tomberait dans le cas de l'article 75. Mais il existe un article 70 alinéa 2. Et nous avons quand même tendance à penser, qu'il s'agisse de la Constitution ou du Code civil, que lorsqu'il y a une disposition relativement précise, il faut lui donner une portée. Et si on fait prévaloir, ce qui est l'opinion de certains, l'article 75 contre 70 alinéa 2, eh bien l'article 70 alinéa 2 ne sert plus à rien. Car il est évident que la situation qui survient à la fin du mandat du président n'existe pas encore quelques jours auparavant. On ne peut pas anticiper complètement. Et donc il faut se dire qu'il y a un effet utile de l'article 70 alinéa 2. L'article 75 est parfaitement logique. Qu'est-ce que c'est qu'une vacance? C'est notamment le décès, c'est la démission, c'est la situation qui peut arriver où un chef d'État est physiquement empêché d'exercer ses fonctions. Rappelez-vous François Ier qui a été prisonnier pendant quelque temps. Je prends un exemple volontairement lointain pour ne pas évoquer des situations plus récentes, mais c'est pas complètement impossible ce type de situation où le président soit disparaît, soit est physiquement, médicalement, psychologiquement dans l'incapacité d'exercer sa fonction. Bon, là il n'y a évidemment aucune raison de faire appel à l'article 70 alinéa 2, puisqu'on n'est pas dans le cas d'une fin de mandat programmée avec éventuellement des élections anticipées. On est dans le vrai cas de vacances. Mais on n'est pas dans ce cas en RDC aujourd'hui. Le président en fonction est en état d'exercer sa fonction. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'obstacle, ni physique ni autre, à ce qu'il puisse continuer à exercer de la manière qu'il juge la meilleure pour son pays, la fonction qui est la sienne. Donc je crois qu'on viderait de sens l'article 70 alinéa 2, on le rendrait complètement inutile si on disait qu'en tout état de cause, c'est l'article 75 qui doit s'appliquer le 19 décembre à minuit. Et on aurait une disposition dans la Constitution qui ne servirait à rien. Or, je pense que la Constitution de la RDC, même modifiée, a été rédigée par des gens compétents et qui, en tout cas, ont voulu donner une portée à des dispositions qu'il rédigeait. C'est un cas qu'on connaît dans d'autres constitutions ou ailleurs. Il faut donc qu'il y ait l'application de cette disposition, et il me paraît de ce fait logique que la Cour ait dit, eh bien, le président en fonction reste en fonction jusqu'à ce que son successeur soit désigné. Alors reste la question extrêmement difficile, pour combien de temps? Mais là, la Cour ne pouvait pas le dire. En tout cas, elle ne pouvait pas le dire au mois de mai, elle ne peut pas plus le dire d'ailleurs au mois d'octobre. Bon, la Cour constitutionnelle, elle statue sur ce qu'on lui soumet. Et on lui pose la question, est-ce qu'il faut appliquer tel article ou tel autre? Bon, elle dit, moi je considère, pour des raisons qui sont les siennes et qui rencontrent le raisonnement qui est le mien, c'est un coup de chance, il faut appliquer l'article 70 alinéa 2. Mais c'est pas la Cour, à ce moment-là, de dire autre chose que
il faut que les élections soient organisées alors de manière objective, transparente, dans un délai raisonnable. Tout ça, ça ne pose aucun problème. Le mot raisonnable fait toujours penser au Canada avec les accommodements raisonnables, mais ça nous pose... Mais est-ce que la Cour aurait pu dire que les élections doivent être organisées dans tel délai? Bon, elle n'en avait évidemment pas la possibilité au mois de mai. La question d'abord ne lui était pas posée, et même si elle lui avait été posée, elle aurait probablement pu répondre que ce n'était pas de sa compétence. D'où la deuxième décision, celle du 17 octobre 2016, et qui, elle, porte spécifiquement sur le problème des délais. Alors là, je vous renvoie à ce qui a été excellemment dit par Jean de Gaudusson. Bon, tout le monde est d'accord pour dire on ne peut pas aujourd'hui faire des élections loyales et transparentes. Bon. Quand pourra-t-on les faire? Comment voulez-vous que la Cour constitutionnelle puisse répondre? Si elle était saisie d'une appréciation disant est-ce que le délai vous paraît de tant de mois paraît possible, elle aurait peut-être pu le faire, mais ce n'est pas la question qu'on lui a posée. La question qu'on lui a posée, c'est est-ce qu'on peut reporter? Et elle répond pour des raisons de fait, oui. Alors c'est un problème quasi insoluble partout, ce genre de questions. Bon, parce qu'il faut bien, on entre dans ce qui n'est pas prévu. Mais elle ne pouvait pas répondre autre chose, et on ne peut pas demander à des pouvoirs publics d'organiser des élections quand physiquement, logistiquement et financièrement, on ne peut pas le faire. Bon, il est évident aussi qu'on ne peut pas admettre que ces élections soient reportées au calendrier grec. Bon, et il faut trouver une date qui aura l'accord de tout le monde, et on retombe sur l'accord politique du 18 octobre et ce qui a été dit, en espérant que les choses seront conformes à cet accord. Mais sur la décision du 17 octobre, je voudrais m'arrêter un instant alors sur l'aspect qui a été contesté, mais qui est intéressant, de savoir si la Cour était correctement composée et pouvait statuer. Elle s'est réunie une première fois, quelques jours avant, on a la date dans l'arrêt, et elle constate que le quorum n'est pas atteint, puisqu'ils sont 9, il faut un quorum de 7. Ils n'étaient pas 7. Et elle renvoie à la semaine suivante en disant on espère que ce jour-là, tout le monde sera là. Et qu'est-ce qu'elle fait le 17 octobre? Elle constate qu'un des membres est malade. Bon, ça, pas de problème, il est en train de se faire soigner à l'étranger, celui-là, on l'admet. Mais que certains membres, 2 ou 3 je crois, sont physiquement présents à Kinshasa, de notoriété publique, mais qui ne veulent pas venir siéger à la Cour. Et la Cour se trouve réduite à 5 membres, c'est-à-dire quand même la majorité par rapport à 9. Et en réalité, elle dit, implicitement, compte tenu de la volonté de blocage des membres présents mais qui ne veulent pas venir, je siège et je statue au nom de la continuité. Car sinon, c'est reconnaître aux membres d'une Cour la possibilité de bloquer l'institution pour des raisons qui ne sont pas de santé, lesquelles sont toujours admissibles, mais simplement parce qu'ils ne veulent pas, pour des raisons qui leur appartiennent et que je n'essayerai pas de juger, participer à telle ou telle décision. Alors que l'obligation première d'un juge, c'est de juger. Et vous savez qu'il y a un principe fondamental en matière juridictionnelle, c'est qu'un juge n'a pas le droit de s'abstenir. Il peut se déporter s'il est concerné, ce qui est autre chose, mais il n'a pas le droit de dire « Ah ben, j'ai pas d'avis ». Il doit opiner sur la décision qui lui est soumise. Or, les membres de la Cour, présents physiquement dans la capitale, mais non au siège de la Cour, n'avaient pas envie d'opiner. Et d'une certaine manière, c'était un manquement, en réalité, au mandat qui était le leur. Alors, qu'est-ce qui se serait passé si la Cour avait suivi? La Cour n'aurait jamais pu se réunir. Et donc, elle n'aurait pas pu répondre à la question qui lui était posée. Et elle en serait arrivée à cette conclusion, que la question qui lui est posée, ne pouvant pas avoir de réponse, on ne sait pas très bien quel est le droit existant. Est-ce que des juges ou les instances qui les nomment ont vocation à bloquer le fonctionnement d'une Cour constitutionnelle? Je citais l'Ukraine tout à l'heure. Le président ukrainien, je ne sais plus lequel d'ailleurs, a dit, écoutez, il y a 2 ou 3 juges qui ont failli à leur mandat, je les démets. Comme ça.
Bon, et j'en nomme d'autres. C'est quand même un peu choquant. Hein. Bon, alors, ça s'est mal réglé, comme toujours, mais c'est une situation que l'on rencontre. Donc, de ce point de vue-là, sans que j'ai beaucoup de précédents à citer, je crois que la Cour constitutionnelle de la RDC, bon, à partir du moment en tout cas où elle avait la majorité, 5 sur 9, a eu raison au nom de la continuité de statuer. Je ne dis pas qu'elle n'aurait pas pu statuer autrement, ça c'est un... Bon, je pense qu'elle a eu raison de statuer comme ça, mais elle a eu raison d'abord de dire « je remplis autant que possible la mission constitutionnelle qui est la mienne » et on ne peut pas accepter que des juges refusent d'exercer la mission pour laquelle ils ont été désignés. S'ils ne sont plus d'accord, ce qui est leur droit le plus absolu, ils ont toujours la possibilité de démissionner. Et l'autorité de nomination en nommera d'autres. Mais le blocage n'est pas dans le mandat d'un juge, qu'il s'agisse du juge d'instance ou des membres d'une juridiction constitutionnelle. Mon souhait, je pense que nous serons plusieurs à le partager, c'est qu'effectivement on arrive à organiser des élections dans un délai raisonnable, c'est pas gagné, que ces élections permettent de désigner un président de la République élu après un processus transparent, ouvert, etc., etc. C'est un souhait. Bon, à la date d'aujourd'hui, c'est véritablement le souhait le plus important que je formule en concluant ces quelques propos. Le travail qu'a effectué Maître Kitoko, qui a réussi à faire venir quand même 2 des constitutionnalistes les plus éminents, en tout cas en France, et qui nous ont expliqué finalement de façon assez claire qu'aujourd'hui, on peut dire que la République démocratique du Congo suit une voie démocratique dans le processus électoral qui est en cours. Moi, c'est ce que j'ai compris en tout cas des débats. On peut émettre beaucoup de critiques, mais il faut reconnaître qu'en droit, la position qui a été prise apparaît tout à fait fondée. Et que dans la voie qui est suivie aujourd'hui, on peut même dire, et on a parlé de jurisprudence, de cas pratiques, d'exemples à suivre pratiquement, on peut dire que maintenant la République du Congo est un exemple finalement de respect des règles démocratiques qu'elle s'est elle-même fixées à travers sa constitution. Oui, moi je crois que c'est la bonne thèse, mais pour une raison extrêmement simple, c'est que la constitution de la République démocratique du Congo prévoit le cas où l'élection n'a pas pu avoir lieu à temps, et de manière à ce que le nouveau président succède immédiatement à celui en fonction. Et puisqu'on dit que le président en fonction reste président tant que le successeur n'a pas été désigné. Donc on a une disposition qui est relativement claire, et moi je crois que c'est la bonne solution. Ce qui m'a intéressé, si vous voulez, c'est d'étudier le cas de la RDC, République démocratique du Congo, en voyant ce qui s'est passé dans d'autres pays en Afrique qui sont confrontés aux mêmes difficultés, où les cours, si vous voulez, sont confrontés à des situations de crise, à des situations de tension, de sortie de crise, et même, on demande quelquefois aux cours constitutionnels aujourd'hui d'intervenir alors qu'il y a un coup d'État. Donc il y a une situation nouvelle qui n'existe pas partout, et je crois que c'est important pour nous d'y réfléchir, de tenir compte de ces éléments et d'en parler avec la RDC, qui est de ce point de vue un cas d'école, mais pas un cas unique.